Donc, on va peut-être pouvoir commencer. Donc, je suis avec trois chefs de produit, product manager, Laurent Pincivi, Nils Magnez et Olivier Mercier, qui ont présenté, pas dans cet ordre d'ailleurs. L'agenda aujourd'hui, c'est donc parler de la 2110. Et donc, on va commencer par tout ce qui concerne le déploiement de la plateforme. Et ça, c'est Laurent Pincivi qui est chef de produit sur cette partie-là, les systèmes d'exploitation, les intégrations avec le reste des outils d'exploitation. Ensuite, c'est Olivier Mercier qui nous parlera de ce qu'on appelle là data collection, c'est comment mettre en œuvre la supervision et collecter les métriques. Et donc, c'est notamment tous les sujets gestion des poleurs, mais aussi autodécouverte. Et puis, troisième partie, c'est Nils qui nous parlera de ce que l'on appelle la data visualization. Bon, c'est tout ce qui permet d'exploiter toutes ces données de supervision. Et donc là, il sera question notamment de l'IHM Ressources Status et de quelque chose qui concerne le programme MAP. C'est suivi ensuite d'une session questions-réponses. Donc, vous avez à droite un moyen de poser vos questions. Posez vos questions tout au long de nos présentations, mais on n'y répondra qu'à la fin pour essayer de garder une certaine fluidité. Donc, on les reprendra. Je pense que moi, elles vont s'afficher dans l'ordre chronologique et j'essaierai de les reprendre oralement. Et puis, je passerai le micro à nos trois product managers ici pour qu'ils apportent une réponse. Avant de commencer la présentation sur 2110, Nils m'a demandé de rajouter un petit security update. Donc, on voit ça dans l'actualité partout. Log4j, j'ai même des articles dans Le Monde, donc ça a l'air d'être quelque chose assez sérieux. Nils, est-ce que tu peux nous dire qu'est pas ça pour Centrion? Oui, alors comme tu le disais, Pierrick, une grosse faille de sécurité dans Log4j, donc un package de logging pour Java qui est très utilisé, à peu près chaque fois qu'il y a du Java, il y a du Log4j. Donc en termes de sévérité, de score de sévérité, bon, c'est le maximum, hein, c'est 10, dans la mesure où ça permet à des pirates d'injecter du code et de pouvoir exécuter du code sur vos machines. Donc, quel est l'impact pour Centrion? Donc, quels sont les produits Centrion qui utilisent du Java? Donc, il y en a trois principalement. Donc, MAP, MBI et le connecteur AS400. Donc, la situation est un petit peu différente pour chacun de ces composants. Pour MAP, donc, l'exposition est très limitée dans la mesure où MAP, pour son logging, passe par Spring Boot, qui eux-mêmes ont fait une déclaration pour dire qu'il n'y avait pas de problème de leur côté, puisqu'ils utilisaient indirectement Log4j. Donc, il y a très peu de risques ici. Le seul risque, ce serait qu'un de nos clients aurait fait une configuration tout à fait exotique pour rajouter dans son classe-pass Log4j. Donc, voilà, a priori, ça devrait jamais arriver. Quoi qu'il en soit, on va quand même mettre à jour la version, faire une nouvelle version pour être sûr que la librairie Log4j qui soit utilisée soit celle qui a la faille de corriger. Et puis pour MBI et AS400, la situation est un petit peu différente parce que là, la version de la librairie Log4j qui est embarquée, c'est une 1.x, donc qui n'est sujette à la vulnérabilité que si on utilise JMS Appender, ce qui n'est pas le cas pour ces deux composants que sont MBI et le connecteur AS400. Donc, plus d'informations sur The Watch. On a fait un topic dédié qu'on a mis à jour, qu'on mettra encore à jour quand les versions seront disponibles. Donc voilà, mais sinon, l'exposition, d'après nos experts de sécurité, l'exposition de nos clients à cette faille de sécurité est, je ne veux pas dire nulle parce qu'on ne sait jamais, mais au moins quasiment nulle, infinitésimale en tous les cas. Donc, des nouvelles très rassurantes, et puis même s'il y a quasiment zéro risque, on met quand même à jour nos logiciels pour s'assurer bretelle et être sûr et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et toute cette information-là se trouve donc sur The Watch, qui est notre plateforme online community platform. Et peut-être qu'avant de démarrer le vrai agenda, allez, à nouveau, je me permets de vous expliquer ce que c'est, si vous n'étiez pas au Centrion Summit. Donc, The Watch, c'est le nom de notre nouvelle plateforme communautaire en ligne qui est joignable
sur thewatch.centrion.com, sur lequel il y a des forums, des nouvelles sur les produits, par exemple quelque chose sur cet aspect sécurité avec les nouvelles de l'équipe Centrion, des knowledge base, des articles, des tutos, ainsi que l'accès à certains bêta-programmes. Peut-être que je peux d'ailleurs même partager mon écran si j'appuie sur le bon bouton screen share, voilà, et pour vous montrer à quoi ressemble thewatch.com. Donc, il suffit d'un login password, hein, vous créez votre compte, c'est tout simple. Et ici, vous avez dans Community des forums. Et les forums, si je regarde ceux sur le produit, c'est organisé justement en plateforme data collection, data usage and utilisation. C'est un petit peu le même, voilà, le même triptyque que ce qu'on connaît, ainsi de comment est-ce qu'on peut contribuer au développement. Donc voilà, c'est des forums classiques. Vous posez. Ton écran. Pardon? Je ne suis pas sûr qu'on le voit. Ah, la question, c'est qu'on voit peut-être pas mon écran, me dit-on, parce que j'ai pas fait partager. En fait, il faut appuyer sur le bouton partager, c'est quand même quelque chose d'assez connu. Donc voilà, nous sommes sur la plateforme The Watch, je recommence. Merci les amis. Ça, c'est la home page. Dans Community, on trouve les différents forums, notamment les forums produits, forums plateforme par exemple, où on trouve, vous posez vos questions et puis des gens de la communauté ou des gens de Centrion y répondent. Il commence à y avoir de l'activité. Knowledge base, c'est là où vous avez tous les tutoriels, les informations sur comment faire ceci, comment faire cela. Product updates. Product updates, par exemple, c'est là que vous allez trouver, là ces jours-ci, 15 décembre, le monthly plugin pack release, tous les nouveaux plugin packs qui ont été sortis au mois de décembre. D'habitude, on publie ça dans un blog post. Maintenant, c'est sur The Watch. Sur Product Update, vous aurez aussi les release notes de la 21.10 qui redirigent vers la documentation. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a des groupes pour être invités à des programmes bêta dont on parlera un petit peu plus loin dans cette présentation. Donc voilà, je vous encourage à vous inscrire sur The Watch et à utiliser The Watch plutôt que Slack. Slack existe toujours, mais plutôt que de poser votre question sur Slack, peut-être que venez la poser sur le bon forum ici et on y répondra. Je stop screen share et je reviens à la présentation. Et voilà, on y est. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. 21.10 est sorti le 4 novembre 2021. C'était disponible en bêta pendant quelques semaines précédemment. C'est évidemment disponible pour toutes les versions, toutes les éditions de Centrion, la plateforme open source, la plateforme IT Edition qui rajoute le contrat de support et de maintenance, ainsi que les fonctions plugin pack et autodécouverte, Business Edition, MSP Edition, qui ont encore des fonctionnalités supplémentaires. C'est aussi disponible pour IT100, qui est la IT Edition gratuite, qui permet de superviser 100 équipements de manière indéfinie. Très pratique pour faire des tests. Ça se télécharge sur download.centrion.com comme d'habitude. Les release notes sont accessibles depuis The Watch ou alors sur simplement docs.centrion.com. Et la documentation est bien sûr à jour. Laurent, c'est à toi. Ce slide, c'est le même. Plateforme deployment. Merci Pierrick. Bonjour à tous. Alors en premier, un petit rappel. Donc depuis Centrion 21.10, donc depuis un an maintenant, nous mettons à disposition nos paquets pour les versions Centrion, pour les versions Enterprise Linux 7 et 8, donc que ce soit pour CentOS, Oracle Linux ou RHEL, effectivement pour toutes les versions. On reste compatible avec, pour la version open source avec l'ensemble des distributions Linux. Et pour cette version 21.10, on a fait plusieurs mises à jour, notamment une grosse mise à jour sur PHP, parce que les anciennes versions PHP 7.x seront obsolètes à la fin du mois. Donc la version 21.10 passe sous PHP 8. Et on a fait également une mise à jour de la configuration Apache. Donc il faudra que vous réalisiez une nouvelle configuration si vous avez modifié la configuration standard, mais on va y revenir. Donc, concernant PHP 8, donc bien sûr, comme d'habitude, dans notre documentation, vous trouverez un chapitre qui dit comment upgrader de votre version vers la dernière version. Et on vous explique comment faire en sorte d'installer les repos pour pouvoir installer PHP 8 en mettant à jour votre Centrion. Donc, n'hésitez pas à suivre la documentation pour vous aider. De même, il y a une modification de la configuration Apache, donc on vous explique comment faire
le différentiel entre votre configuration et celle apportée par Centréon, et il faudra réappliquer les changements sur votre configuration. Et notamment, on a rajouté une nouvelle route qui s'appelle authentification, on y reviendra un peu plus tard, dans la configuration. Donc, si jamais vous n'avez pas réalisé cette modification et vous mettez à jour votre Centréon, quand vous allez vouloir vous loguer, en fait, vous allez rester sur la page de login et vous allez avoir une erreur qui va apparaître dans les logs de votre navigateur. Donc, pensez à bien modifier votre configuration Apache et à redémarrer Apache lors de la mise à jour. Mais comme vous le voyez, c'est expliqué. Donc, suivez la procédure à la lettre et tout devrait bien se passer. Parfait. Donc voilà, ça c'était les changements majeurs, on va dire, sur le socle logiciel, sur le socle des dépendances. Et là, on va parler des améliorations concernant l'authentification. Donc, on a amélioré le protocole OpenID Connect pour ajouter une compatibilité avec Okta ou Microsoft Azure AD. Pour ajouter cette compatibilité avec ces deux fournisseurs d'identité, on a fait plusieurs petites améliorations. On a notamment offert la possibilité de définir quelles propriétés allaient être utilisées pour authentifier l'utilisateur. La possibilité de définir des URL complètes pour les différents endpoints pour le protocole OpenID. Parce que, par exemple, pour Azure, on a une URL pour l'authentification et une URL différente pour récupérer les informations de l'utilisateur. La possibilité de sélectionner l'authentification client secret basic. Si jamais vous ne définissez pas l'URL de retour, Centréon va lui-même charger l'URL du serveur actuel pour l'envoyer au fournisseur pour qu'il puisse vous rediriger une fois que vous êtes authentifié. Et on a ajouté également pas mal de debug dans le fichier de login, de log Centréon, ce qui vous permettra, quand vous allez faire votre configuration, dans le cas où il y a un problème, de savoir où est le problème et de vous aider à améliorer votre configuration. Et puis surtout, on a amélioré la documentation pour vous expliquer sur les providers sur lesquels nous on teste comment configurer au mieux. Et donc, effectivement, si je vais sur la diapositive suivante, vous allez voir que dans notre documentation, donc on vous explique, par exemple, pour Microsoft Azure, quelles sont les valeurs par défaut. Pour Okta, quelles sont les valeurs par défaut. Bien sûr, il faudra changer avec vos valeurs. Donc, c'est indiqué dans la petite note en dessous de remplacer ces valeurs par les vôtres. Mais effectivement, on vous donne les différents endpoints pour faciliter votre configuration. D'accord. Donc ça, c'est l'intégration avec toutes les plateformes d'autorisation. Et donc, pas mal d'améliorations sur OpenID. OK. Merci, Laurent. Le sujet suivant, le sujet Debian. Gros sujet. Donc, effectivement, petit rappel, il y a quasiment un an maintenant, Red Hat nous annonçait qu'il changeait le fonctionnement des développements sur CentOS 8. Et donc, effectivement, il y a eu pas mal de communication autour de ça. Et on vous annonçait effectivement que l'on allait ajouter dans le futur le support Debian, donc Debian 11. Donc, on a démarré avec la 21.10 un programme bêta qui est disponible sur The Watch, qui a pour but de tester nos paquets Debian 11. Donc, dans un premier temps, la partie Poller, l'installation d'un Poller sur Debian 11. Et on a eu pas mal de retours, on a fait pas mal de modifications. En cours de développement, c'est le packaging Debian 11 pour la partie centrale open source. Donc ça va arriver d'ici quelques jours pour avoir vos premiers retours. Puis, début d'année prochaine, la partie IT 100, la partie IT, toujours sous support communautaire, donc support The Watch, pour arriver au premier semestre de l'année prochaine à vous fournir une version Debian 11, donc un support Debian 11 par Centréon officiel pour toutes les éditions, donc Open Source, IT Edition, Business Edition ou MSP. Voilà, c'est un programme qui est en cours. On a besoin de vos retours, on a besoin que vous participiez pour nous aider à améliorer nos paquets, parce que c'est la première fois qu'on fait du packaging Debian. Donc, n'hésitez pas à participer. Comme je vous le disais, il y a un espace dédié, il y a un groupe dédié sur The Watch où on vous explique comment participer et comment installer votre Poller sous Debian 11 pour qu'on puisse avoir vos premiers retours. C'est un groupe public ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui connecté à The Watch peut cliquer sur groupe Debian
Exactement. et participer, Voilà, etc. c'est pas un groupe fermé, c'est un groupe ouvert, donc n'hésitez pas. Si vous avez un peu de temps pour nous aider, venez tester l'installation d'un poller sous Debian 11. Et sachant qu'un poller sous Debian 11 pourra se connecter à un serveur central sous CentOS avec les paquets RPM. À partir du moment où vous avez la même version de Centrion des deux côtés, il n'y a aucun souci. D'accord, parfait. Pour continuer, alors effectivement, vous avez vu, on a fait des améliorations sur la partie authentification. On va vouloir aller beaucoup plus loin, renforcer toute cette partie authentification. Ce qu'on a prévu, les prochains travaux, d'ailleurs, il y a des travaux qui sont déjà en cours, c'est pour les comptes locaux d'ajouter une politique pour les passwords. Pouvoir définir quelle est la longueur minimale d'un password, le nombre de cas utilisés pour créer un nouveau password, le temps d'expiration du password pour que l'utilisateur soit obligé de changer son password tous les X temps. En cas de tentative infructueuse, pouvoir bloquer un utilisateur pendant X temps. Donc voilà, on améliore grandement l'authentification locale pour éviter un petit peu le brute force. On va grandement limiter l'autologin. On va le supprimer pour tous les comptes administrateurs et pour les comptes qui ont des trop forts privilèges. Pourquoi? Parce que l'autologin, le token est passé dans l'URL et donc on pourrait écouter, sniffer le réseau et récupérer ce token et pouvoir s'authentifier à la place de l'utilisateur. Donc on va garder la fonctionnalité pour des télés, pour un affichage sur une télé, mais uniquement pour des comptes très restreints. Pour la partie OpenID Connect, en plus de la partie authentification, on va rajouter la partie import des utilisateurs et autorisation, donc faire en sorte qu'un utilisateur puisse être lié à des groupes d'ACL dans Centrion. Donc un peu comme le LDAP, on va pouvoir faire des relations entre les attributs de OpenID Connect et des profils Centrion. Et lorsque l'utilisateur se connecte, on va lui appliquer le bon profil. On va améliorer la partie LDAP pour faire en sorte d'être plus performant. Aujourd'hui, on fait un petit peu trop de requêtes LDAP. Ça peut poser des soucis sur certaines infrastructures. Donc, on va réécrire cette partie authentification LDAP pour l'améliorer. Et puis, on va garder la partie WebSSO. Donc, WebSSO, ce n'est pas Centrion qui fait l'authentification, c'est le serveur Apache qui fait l'authentification et qui transmet cette authentification à Centrion. Là, on va garder exactement le même fonctionnement pour le futur. Donc voilà, on va faire vraiment un gros travail sur l'amélioration de l'authentification et ajouter la partie autorisation pour OpenID Connect. Comme je vous l'ai dit juste avant, le but du jeu, c'est que le packaging Debian soit supporté officiellement par Centrion pour toutes les versions, donc sur le premier semestre 2022. Et puis, on va également travailler sur la partie mise à jour d'une version mineure de Centrion à une autre pour l'améliorer, si possible, supprimer le wizard pour que ça soit vraiment beaucoup plus simple de mettre à jour régulièrement sa plateforme Centrion. Y compris de manière automatique, sans aucune procédure manuelle. Exactement. Selon les bonnes pratiques infrastructure as code du moment. Tout à fait. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra à la fin, sauf que là, il y en a une, j'ai envie de la poser tout de suite pour faire une exception à la règle. VMware propose un Identity Manager qui s'appelle Workspace ONE. Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on pense qu'on va le supporter un jour? Alors, je ne connais pas du tout, donc il faudra effectivement qu'on étudie et qu'on puisse… Donc voilà, la question c'était à quand la compatibilité native avec Workspace ONE? Merci de nous informer de ce Identity Manager. Peut-être qu'il faut poser une question sur The Watch et puis qu'on fasse l'investigation. Oui. Si ça se trouve, les outils qu'on a aujourd'hui permettent déjà de faire des choses et puis sinon, il faudra mettre ça dans la roadmap. On continue avec la partie de Olivier sur Data Collection. Puis continuez à vous poser vos questions, y compris sur la partie de Laurent. Olivier, c'est à toi. Très bien. Alors, bonjour à tous. Les principales nouveautés dans mon périmètre concernent tout d'abord la possibilité de mettre à jour tous les plugins packs en un seul clic. Donc, ceux qui ont des plateformes IT ou EPP savent que quand on a plusieurs dizaines de plugins packs, c'est assez fastidieux de mettre à jour un à un tous les plugins packs. Donc c'est pas énorme, mais on a ajouté donc ce petit bouton Update All que je peux vous montrer en action. Voilà, donc quand on est déjà connecté dans Centrion, donc on va dans le menu du plugin pack. Là, on voit que j'ai beaucoup de plugin packs à mettre à jour. Donc voilà,
une fois en 21.10, vous aurez ce bouton qui permet de tous les mettre à jour en un seul clic. Donc ça, c'était le premier élément. Ensuite, j'ai mal cliqué, j'ai fait un misclick. Hop, désolé. Donc ensuite, le côté gestion des pollers, on a fait 2 modifications. Tout d'abord, en fait, l'UX de gestion des pollers a été changé dans le menu listing des pollers. On a constaté que certains utilisateurs avaient parfois tendance à cliquer sur le menu déroulant et à cliquer sur supprimer les pollers au lieu d'exporter la configuration. Donc on a réfléchi un peu à comment on pouvait modifier l'UX pour éviter ce drame, parce que c'est quand même assez important. Donc voilà, on a mis toutes les actions relatives aux pollers sur un même niveau, avec cette fois un code de couleur un peu plus clair et avec des petites icônes plus explicites, donc qui permettent qui ont pour but d'éviter les maladresses. Autre modification, celle-ci vous fera gagner pas mal de temps normalement. On a actuellement, alors là, c'est censé être un GIF qui devrait s'animer, mais là, t'es pas sur le GIF, t'es sur la presse, là. Ouais, mais ça passait dans le. Ah, tant pis, bon. ça passe pas dans. On imagine un GIF Bizarbo. animé avec une super démo. Voilà, bon, mais c'est pas important. Mais Voilà. dans Bizarbo, ça passe pas, mais c'est pas grave. En gros, c'était pour montrer tous les clics qu'il fallait faire pour arriver à l'export de la configuration d'un ou plusieurs pollers. Et donc, en fait, on a concentré un peu tout ça en ajoutant un bouton qui s'appelle Export Configuration dans le menu de Stop Counter des pollers. Donc, en fait, vous déroulez ce menu, vous cliquez sur Export, vous avez quand même un dialogue pour confirmer que vous voulez effectivement exporter la conf de vos pollers. Et en fait, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous verrez comment ça se met en œuvre dans une petite démo qui viendra par la suite. Ensuite, côté host discovery, on a dans la découverte d'hôtes, en fait, la découverte nous remonte pour chaque hôte découvert des attributs. Donc ces attributs, jusqu'en 21.04, ne pouvaient être que de type string. Donc là, vous avez 2 exemples, une adresse IP, voilà, c'est une chaîne de caractères, un type, c'est une chaîne de caractères. Et depuis la 21.10, en fait, on a la possibilité de remonter. Donc ce sont les plugins qui remontent ces informations-là, mais on a la possibilité de traiter maintenant des données de structure plus complexes, donc des tableaux de valeurs ou des tableaux d'objets, comme vous voyez dans les captures d'écran. Donc ces attributs, on les appelle les attributs avancés, peuvent être utilisés dans les conditions pour tous les types de mappeurs de host discovery. On peut les utiliser également pour nommer des host groups, des host catégories ou pour remplir les valeurs de certaines macros, enfin de n'importe quelle macro en fait. Et en fait, on va illustrer un peu ça par un use case basé sur les tags des environnements cloud Azure. Mais il y en aura d'autres. Il y a d'autres use cases possibles. Donc, là, évidemment, les autres environnements cloud, mais aussi le plugin pack Nmap qui vous permet de faire d'autres types de découvertes. Donc, ici, on va se situer. Donc, je vous présente le use case. Donc, on a des machines virtuelles ou autres types d'instances chez Azure, donc qui possèdent différents tags. Donc là, on a une petite capture d'écran des tags dont il est question. Donc il y a un tag owner, là ici il vaut la valeur QA, un tag purpose, un tag schedule. Donc ce que je vais faire dans ma démonstration, c'est que je vais exclure les instances qui n'appartiennent pas au propriétaire QA, et je vais regrouper les instances découvertes dans un host group qui portera le nom de leur purpose, de leur but. Donc, si je ne me trompe pas, c'est là que je vous fais la démo. Pour ça, je vais lancer
la petite animation ici. Donc là, j'ai pour l'instant un seul hôte supervisé, donc Centréon. Et en fait, je vais aller actionner la découverte, ou plutôt elle est déjà préactionnée, c'est-à-dire que j'ai déjà une liste d'hôtes découverts, mais qui n'ont pas été intégrés dans la configuration de la supervision. Donc, vous voyez qu'il y en a un certain nombre. On va regarder les attributs de l'une d'elles. Là, on voit par exemple, vous voyez les tags de cette instance-là. Donc, je vais modifier les mappers. Je vais commencer par ajouter un mapper de type exclusion pour exclure les machines qui n'appartiennent pas au groupe QA. Donc là, je choisis exclusion. Ensuite, je vais chercher les tags. Et j'ai la possibilité de filtrer sur la clé qui m'intéresse. Donc là, c'est owner. Et je veux que la valeur qui correspond à cette clé soit différente, que si la valeur est différente de QA, alors j'exclus les instances. Donc là, je sauvegarde en 2 temps, et la liste des machines découvertes s'est réduite. Ensuite, deuxième mapper avec application des tags. Donc je vais créer un host group pour chaque type de purpose différent. Donc là, je crée un host group, je vais chercher à nouveau mes tags. Et là, cette fois, je vais chercher le tag qui s'appelle purpose. Et ça sera ce tag qui constituera le nom du host group auquel ma VM sera rattachée. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, j'intègre les machines dans la supervision. Voilà, je sauvegarde. Je vais constater qu'elles ont bien été ajoutées. Elles sont bien ici. Et alors, maintenant, on va devoir exporter la conf pour que ces machines soient supervisées. Donc, si on voulait le faire à l'ancienne, donc on cliquerait ici, on ferait export configuration, et voilà, vous connaissez la chanson. Ouais. Et en fait, je vais vous montrer comment on accède au nouveau bouton. Donc, on actionne ça dans son profil, on sauvegarde. Là, ça y est, on peut faire export configuration. Voilà, je valide, et là, je peux aller voir dans ressources status et constater que mes machines sont bien supervisées. D'accord, donc c'est le petit bouton pour avoir le raccourci là, dans le top counter des pollers, c'est un paramètre dans le profil de l'utilisateur, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Et pour l'instant, ce n'est accessible qu'aux administrateurs. D'accord, donc non seulement il faut être admin et aller cliquer sur le petit bouton qui dit « Moi, je veux voir le raccourci dans mon top counter ». Voilà, et donc là, on voit le host group qui a été créé pour mes instances cloud. OK. Super, donc une fonctionnalité potentiellement très puissante. Puissante, je sais pas. En tout cas, ça permet de faire pas mal de choses. Ça en fera encore plus. Enfin, ça permettra encore plus d'enrichir la supervision dans nos prochaines versions. Mais oui, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique à expliquer. J'espère que l'exemple a été clair. Non, je ne crois pas que ce soit si compliqué. C'est que de toute façon, quand on déploie des infrastructures comme ça, modernes, dynamiques, c'est fait par du infrastructure as code de manière automatique avec des tags dans tous les sens. Et nous, on est là juste pour découvrir tout ça, prendre des tags et appliquer les mêmes règles de nommage, de catégorie, de je ne sais pas quoi, pour que finalement, entre les gens qui font du DevOps et qui déploient plein de choses et les gens qui font l'exploitation de toute cette infra là qui est déployée, s'entendent avec le même langage et que tout soit toujours à jour. Voilà. Super. Voilà, toujours pareil, hein, n'hésitez pas à poser des questions sur ces sujets-là d'autodécouverte ou des PI, je vois des questions passer, etc. Et on y répondra à la fin de la présentation. Nous arrivons au 3e temps de ce webinaire 2110. Niels. Merci Pierrick. Bonjour ou rebonjour d'ailleurs, c'est une petite intervention au début. Alors, je tente une petite cascade de présenter mon écran. Donc, tu vas nous parler de ressources status, une IHM. Ouais. Hop, et je vais te dire, dès qu'on voit l'écran, là, on a le super effet. Voilà. C'est bon. C'est bon? Ouais. Parfait. Oui, ressources status. Alors, déjà, je voudrais commencer par quelque chose, qui est une demande qui nous est faite très souvent sur
l'utilisation des pages legacy. On sait qu'il y en a beaucoup de nos clients qui ont leurs process qui sont bien établis et qui sont basés sur ces pages legacy et qui nous supplient de ne pas les supprimer, le temps aussi pour eux de changer leur process. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne va pas les supprimer tout de suite. En tous les cas, dans le cadre de la 2110, elles sont toujours là aussi en 22.04. Ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on a un petit peu amélioré donc l'expérience pour ceux qui souhaitent toujours utiliser ces pages legacy. Par le passé, les pages étaient toujours affichées, mais tous les liens redirigeaient vers Ressources Status. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a permis aux utilisateurs qui souhaitaient rester dans ce monde legacy de le rester et donc d'avoir des liens qui sont configurés soit pour rediriger vers Ressources Status, soit vers les pages legacy. Donc là, dans mon interface, je crois que j'ai mis le paramètre pour utiliser les pages legacy. Donc, si je clique, par exemple, sur les liens du top counter, je reviens vers donc ces pages legacy. C'est la même chose si je clique dans un widget ou dans tous un peu les endroits où il y a des redirections donc vers le monitoring des ressources. Donc, si vous avez ce paramètre d'activer de cette manière, vous resterez dans le monde legacy, vous pourrez l'utiliser, vous n'aurez pas à revenir systématiquement sur la page ressources status. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, notre produit qui évolue, c'est ressources status, donc on le fait évoluer au fur et à mesure. Il est de plus en plus complet. L'interface est de mieux en mieux, donc je vous encourage tous vivement à changer un peu vos manières de faire et à venir sur ressources status. Une fois que vous serez prêt, vous allez dans l'édition de votre profil. Vous avez une petite checkbox pour dire que vous voulez passer sur ressources status. Et donc là, vous êtes donc en ressources status. Les pages legacy ne sont plus affichées et les liens redirigent vers. Ah, ça n'a pas marché. BAM n'est pas dans ressources status. Ah, donc, c'est pour ça, j'ai cliqué sur le mauvais lien, effectivement. Merci Laurent. Merci. Voilà. Il y en a un qui suit. Bon, il y en a un qui suit. Donc voilà, donc ressources status, dans le cadre de la 2110, on a beaucoup travaillé sur l'expérience de recherche. Donc on a amélioré pas mal de choses là-dessus. La première chose, elle est visuelle. Donc on a rendu l'expérience de recherche beaucoup plus compacte qu'elle n'était auparavant. Donc ça occupe beaucoup moins de place sur l'écran et ça permet d'afficher le maximum de ressources sur un écran. Donc ça, c'était la première chose qu'on a faite. Ensuite, on a fait une nouvelle pop-in pour filtrer les recherches, pour filtrer la page. Donc voilà, donc un nouveau pop-in, aussi très compact. On peut choisir de filtrer des ressources par statut, le type de ressources, etc. Donc, je peux faire un truc un petit peu au hasard, moyennement au hasard. Voilà. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que il y a deux manières de chercher, donc soit de manière graphique avec cette pop-in, soit en ligne de commande par l'intermédiaire de cette entry box. Et donc, tous les paramètres que vous allez setter dans l'un ou dans l'autre seront reflétés dans l'autre. Donc, si vous rentrez des paramètres dans la pop-in, ils seront affichés dans la recherche textuelle et inversement. Donc, je déclenche le search, par exemple. Donc là, j'ai ma vue qui est filtrée sur les ressources de type service, etc. Donc, une fois que je suis là, si ça ne me convient encore pas, je peux encore ajouter des nouveaux paramètres pour préciser le filtrage. Donc, si par exemple, si par exemple je veux ajouter le nom à centrale, et là, c'est là la grosse nouveauté, c'est qu'on a rajouté l'autocomplétion. Donc, ça vous permet à vous d'être beaucoup plus à l'aise pour faire vos critères de recherche, puisque à chaque fois que pour les noms des critères, vous avez donc l'autocomplétion. À chaque fois que vous tapez net, vous allez avoir la liste des filtres possibles qui va s'afficher, une petite pression sur Tab et votre filtre est installé. Et là, pour un certain nombre de filtres, vous allez avoir la liste possible, la liste des valeurs possibles qui va s'afficher aussi et que vous pouvez donc sélectionner et lancer la recherche. Donc voilà, c'est très facile, très rapide pour mettre en place un certain nombre de filtres. Donc, vous pouvez à tout moment, bien sûr, revenir à l'état initial. Et je vous refais une petite démonstration. Type, voilà, type, service, host, service, par exemple. Status, j'ai tapé state, bien sûr. Status,
Voilà, OK, hop, est-ce qu'on a des autres, warning, voilà. Vous voyez que c'est extrêmement rapide pour faire votre filtre. Une chose qui n'est pas une nouveauté, mais que j'aimerais rappeler, c'est donc la possibilité d'enregistrer ces filtres. Donc, si vous avez un filtre qui vous convient bien, que vous utilisez très fréquemment, vous pouvez l'enregistrer et donc y avoir accès en 2 clics. Donc, vous faites une petite démo. Par exemple, si je suis content de ce filtre-là, je peux le sauvegarder. Je lui donne un nom, webinar. Il va être sauvegardé et une fois sauvegardé, donc il se retrouvera ici dans la liste des filtres qui sont disponibles. Donc, toujours 3 filtres prédéfinis, qui me paraissent être ceux qui sont les plus utilisés. Donc, toutes les ressources, soit les ressources qui ont un problème, soit les ressources qui ont un problème, mais qui n'ont pas d'action associée comme un acquittement ou un downtime. Et puis, la liste de tous les filtres custom que vous aurez créés et qui vous sont utiles au quotidien dans votre environnement. La dernière chose aussi que je voulais rappeler, qui n'est encore pas une nouveauté, mais si vous avez donc cette vue filtrée qui peut intéresser un de vos collègues ou vous voulez lui montrer quelque chose sur cette vue filtrée, c'est très simple. Tous les paramètres en fait sont contenus dans l'URL. Donc vous pouvez très simplement copier cette URL, la partager via Slack, via mail, ce que vous voulez. Votre collègue aura juste à la mettre dans sa barre d'adresse de son navigateur et il retrouvera exactement la même vue que celle que vous avez. Super. Donc voilà. Ça, encore une fois, ce n'est pas une nouvelle fonctionnalité, mais je trouve ça intéressant de le rappeler. J'ai la demande quelquefois comment faire pour partager. Ben, c'est tout simple, on partage l'URL et ça marche. Voilà, d'autres petites nouveautés. Donc sur la sélection des hôtes pour faire de la sélection des ressources, pardon, pour faire des actions massives, si on veut faire plusieurs choses. Donc on peut sélectionner maintenant voilà, tous les autres d'un coup, ou alors tous les autres qui sont, on a mis encore une fois de petits filtres, tous les autres qui sont en statut OK, ou tous les autres qui sont en statut not OK. On a aussi ajouté la possibilité d'utiliser la fameuse touche Maj click qui nous permet de sélectionner toutes les ressources donc entre 2 points. Donc voilà, tout ça pour encore une fois limiter votre nombre de clics. Une autre chose qu'on a ajouté aussi, c'est dans les acknowledgements, donc ces 2 options persistantes et sticky, donc qui reprennent bien évidemment les valeurs par défaut qui sont dans la configuration. Donc elles sont accessibles ici et vous pouvez donc les modifier aussi en fonction de vos besoins. Voilà, donc si maintenant on passe donc aux évolutions qu'on a fait au niveau de la page de détail, donc une petite évolution encore une fois pour la personnalisation de votre vue, de votre visualisation des ressources. Donc on a ajouté la possibilité d'ordonnancer les tuiles qui sont ici, là, qui représentent tous les détails d'une ressource, de la manière qui vous convient le mieux. Donc, vous avez juste à prendre une petite tuile, à l'ordonnancer comme vous voulez, et vous pouvez avoir l'affichage qui vous saute aux yeux le mieux. Pareil, c'est donc responsive. Si vous augmentez, vous pouvez afficher plus de tuiles. Et donc, cet ordonnancement des tuiles que vous avez choisi est dans votre profil, et donc ce sera persisté, quelle que soit la ressource que vous regardez, vous aurez cet ordonnancement des tuiles. On a également travaillé sur l'onglet Timeline. Alors, je suis content, j'ai choisi une ressource où il y avait des événements. Donc, on a un petit peu redesigné donc, cette vue Timeline avec des nouveaux icônes, avec un nouveau date picker qui nous permet donc de sélectionner des événements entre 2 dates. On a aussi changé les dates pour mettre des dates relatives. Avant, c'était des dates absolues. Donc, on a changé. On met aujourd'hui, hier, la semaine dernière, etc. pour que ce soit une fois plus visible. Donc, vous pouvez naviguer dans tous ces événements de la timeline. Et puis, à tout moment, si vous êtes un peu perdu, vous pouvez remonter donc tout en haut de la timeline. Et en remontant tout en haut, ça a déclenché une action, je ne sais pas si vous avez bien vu, qui était de recharger les événements de la timeline. Donc là, une fois que vous revenez en haut de la timeline, vous avez les derniers événements qui s'affichent. Voilà, donc je vais aller sur un autre, donc c'est encore, les gens ne savent pas, mais donc vous pouvez à tout moment aller accéder à l'autre qui correspond au service. Donc je voulais montrer un truc, mais je n'ai pas choisi le bon autre, mais on a aussi rajouté pour les autres qui appartiennent à des autres groupes. Donc là, il y a une tuile avec une petite chip qui est dedans, qui correspond au nom de l'host group. Et si vous cliquez sur cette petite chip, vous allez aussi filtrer votre vue, ajouter en tous les cas le host group donc à votre barre de recherche.
Une petite évolution qu'on a fait aussi suite à le retour client, c'était pour l'affichage des graphes de service qui correspondent à un autre. Par le passé, on avait un petit icône ici qui nous permettait de switcher la vue donc entre l'output et le graphe. Donc, ce n'était pas très visible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé donc directement un nouvel onglet donc, qui contient tous les graphes de service qui sont affichés ici. Donc, on a aussi travaillé sur les performances dans cette vue. Donc, avec la petite tooltip qui vous permet de synchroniser tous les graphes, etc. Donc, c'est beaucoup plus fluide maintenant. Et puis, on a aussi corrigé un certain nombre de problèmes de performance, les graphes qui ne s'affichaient pas, notamment sur Firefox. Donc, tout ça, normalement, c'est de l'histoire ancienne. Donc, en termes de performance, normalement, ça marche beaucoup mieux. Un petit futur, on a ajouté la possibilité d'exporter les graphes dans différentes tailles. Voilà. Et puis, pour des besoins d'investigation, si vous avez des besoins d'investigation supplémentaires, mettre en parallèle des graphes de services, d'autres différents et ce genre de choses, ce qu'on a choisi de faire, c'est directement de mettre un lien vers la page de performance. Donc, voilà. Et donc, de pouvoir afficher votre graphe dans la page de performance directement à la période que vous avez sélectionnée, sur la période que vous avez sélectionnée. Et là, vous avez toutes les fonctionnalités de la page de performance. Vous pouvez rajouter des graphes. Vous pouvez splitter donc ce graphe de performance pour afficher toutes les métriques les unes en dessous des autres et toutes ces fonctionnalités-là qui sont maintenant donc du coup directement accessibles depuis Ressources Status en un clic. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des nouveautés. Super. Voilà. J'ai vu qu'on pouvait zoomer sur un graphe aussi. J'étais au CRIP. Non, mais c'est pas la peine de montrer. J'étais au CRIP la semaine dernière. Je faisais des démos et un peu par hasard, ma souris a glissé en cliquant de doigt et hop, ça a zoomé. Ouais. Je ne connaissais pas la fonction, mais c'est très pratique. C'est très pratique. Bon, c'est pas une nouveauté de la 21. Non, mais effectivement, c'est une nouvelle fonctionnalité. On peut le rappeler. Merci pour cette démo. Donc, plein de choses à voir. Et donc, pareil, au CRIP, j'ai rencontré des clients qui m'ont dit garder les pages legacy et qui étaient rassurés de savoir qu'ils pouvaient migrer en 21.10 et avoir un fonctionnement legacy conforme à ce qu'ils attendent grâce aux petits paramètres là, que tu nous as montré au tout début, qui est important. Tu as un dernier sujet qui concerne le produit Map, si tu arrives à retrouver… si j'arrive à arrêter de partager… Oui, je pense qu'il y a un gros bouton share screen, ou alors un de tes collègues peut cliquer sur la playlist et mettre la présentation qui va bien. Désolé. Voilà, bon. Nous y sommes. Donc, voilà, un sujet Map. Oui, Map. Donc, Map, on est dans un chantier de refaire intégralement le produit Map, sur un code complètement nouveau. Et donc, il y aura plein d'améliorations en termes de performance et ce genre de choses. La plus grande évolution, c'est le fait de remplacer le client desktop par un client web pour l'édition des cartes. Donc, que ce soit l'édition ou la visualisation, tout se passera dans le web, donc ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, et en plus on aura également des gains très significatifs en termes de performance. Pas d'inquiétude, toutes les cartes ont été faites avec l'ancien code de map seront migrées dans le nouveau et il n'y aura pas de perte. Merci. Voilà, donc vous ne serez pas obligé de tout recommencer toutes vos maps de zéro. Vous pourrez encore exploiter les cartes que vous avez fait dans l'ancien système et les éditer, les modifier, il n'y a aucun souci. Voilà, donc aujourd'hui, on commence le programme bêta. On est en train de fignoler encore. Donc, quand on fait un gros saut comme ça, en termes de code, c'est toujours à la fin qu'on se rend compte, c'est un peu l'image du déménagement. Une fois qu'on a fait tous les cartons, et puis il reste toujours un peu de vaisselle dans l'évier, ce genre de choses, quoi. Donc, on en est à ce point-là, fignoler les derniers petits détails, et puis on sera en mesure donc de fournir une version bêta à nos bêta-testeurs qui se sont inscrits dans The Watch. Donc, il y a un groupe privé pour le coup, puisqu'on souhaite vérifier votre éligibilité, vérifier que c'est bien adapté à vous avant de vous proposer donc d'accéder à ce programme. Et vous vous inscrivez, pas de souci, vous aurez toutes les instructions pour installer le logiciel et pouvoir commencer à faire des tests sur cette version bêta dans laquelle on compte beaucoup d'espoir et aussi qui est très attendu par nos clients. Parfait, merci. Donc, on s'apprête à démarrer le programme bêta. Inscrivez-vous, faites la demande là sur le groupe dédié The Watch pour y participer, avoir toutes les informations. Il faut être en 21.10, évidemment, pour en profiter. C'est le socle qui permet d'utiliser ça.
On va passer à la partie QA. Un point qui n'est pas à l'agenda parce que c'est pas 20 c'est qu'il y a un autre programme bêta. On a beaucoup de programmes bêta en cours. Il y en a un qui s'appelle Centréon Cloud, qui consiste pour nous à proposer une offre SaaS. Ça a été annoncé lors d'une press release, un communiqué le 18 novembre et lors du Centréon Summit. Donc voilà, c'est un programme bêta actuel. C'est aussi sur The Watch, on peut faire des demandes, mais c'est l'objet d'un autre webinaire que ce webinaire aujourd'hui. Donc, si on passe aux questions-réponses, alors les chers amis, chefs de produit, vous voyez tous les questions qui s'affichent. Je vais les reprendre du haut vers le bas, avec peut-être une petite variante. Même pas. Est-ce que si je veux migrer de Centréon CentOS vers Debian, est-ce qu'il y a un outil pour m'aider ou est-ce qu'il y aura un outil pour m'aider ou est-ce que… Comme d'habitude, effectivement, on mettra à jour la documentation une fois que le support Debian sera officiel, la documentation sera mise à jour et il y a un chapitre migration dans notre documentation qui expliquait aujourd'hui comment passer de CentOS 6 à 7 et de 7 à 8. Là, il y aura un chapitre qui décrira comment passer de CentOS à Debian et toutes les opérations à faire pour migrer sa plateforme. Donc oui, effectivement, dans le futur, il y aura ce nouveau chapitre qui vous aidera à migrer. Parfait. On revient au sujet Identity Manager. On a vu celui de VMware. Là, c'est y a-t-il une liste d'Identity Manager compatible pour Centréon? C'est Sébastien qui pose la question. Du style Walix, CyberArk, HC Vault. Alors non, il n'y a pas de liste parce que ce serait impossible pour nous de tester tous les fournisseurs d'identité de la Terre entière. Par contre, effectivement, du coup, je vais répondre aussi à la première question que j'avais un petit peu répondu, on ne connaissait pas, j'ai fait quelques recherches en attendant. En fait, nous, on est compatible avec le protocole OpenID Connect pour la méthode Grant Autorisation de Code. Donc, si votre fournisseur d'identité propose l'OpenID Connect avec la méthode Grant Authorization Code, Centréon est compatible avec votre fournisseur d'identité et donc VMware Workspace ONE est compatible avec OpenID Connect et la méthode autorisation de code. Donc effectivement, il est possible d'utiliser ce fournisseur d'identité pour s'authentifier dans Centréon. Ah, donc notre toute première réponse, 21.10, finalement la réponse c'est ça fonctionne aujourd'hui en 21.10. Ça fonctionne puisqu'effectivement VMware est compatible avec cette méthode-là et ce protocole-là. Ah, parfait. Et donc pour Walix, etc., c'est pareil, quoi. Il faut vérifier la compatibilité. Par rapport à OpenID Connect et puis Grant, etc. Grant Authorization Code pour la méthode d'authentification. Merci. Une question de Elliot sur un mot de passe expiré pour un compte LDAP. Peut-être que tu peux lire la question et y répondre. Alors oui, effectivement, c'est est-ce qu'il est possible de modifier un mot de passe expiré provenant d'un compte LDAP directement dans la mire de connexion Centréon? C'est pas prévu, on ne l'avait pas prévu. Donc écoutez, on va s'enseigner, on va investiguer dessus. Alors, Centréon, lui, il va utiliser LDAP pour la connexion, donc il ne va pas forcément le remplacer. Donc, on va y réfléchir. Et puis, donc voilà, actuellement, non, c'est pas prévu. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne pas et c'est pas prévu. D'accord. Bon, c'est une suggestion. Il y a aussi, la même personne pose des questions sur l'exportation des configurations par API. Est-ce que l'exportation des configurations par API est allégée aussi comme ce nouveau bouton en bêta? Je ne suis pas sûr de comprendre complètement là. C'est pour Olivier. C'est pour moi. Donc ça, c'est pour Olivier qui va retrouver un filet de voix pour nous. Oui, c'est ça. Alors, je n'ai pas la réponse. En fait, je ne sais pas si l'API qui a été faite pour ça est publique. Je n'en suis pas convaincu. Donc, c'est l'exportation des configurations vers les poleurs. On a un super bouton maintenant, là, raccourci. On aimerait bien avoir Alors, c'est possible de le faire via l'API V1 déjà. Le export and reload, ça c'est faisable. Mais elle n'a pas été allégée. Elle n'a pas changé outre mesure. Mais sinon, pour l'API V2, j'ignore si ça a été, si c'est public ou pas. Je pense que non. D'accord. Donc une suggestion, une question auquel on pourra répondre éventuellement par ailleurs. S'assurer qu'en API V2, on ait une façon facile d'exporter la configuration. Ensuite, bonjour, est-il possible, attendez, je me trompe de question, sera-t-il possible d'afficher l'information des host groups affectés aux hôtes dans la règle de découverte, comme c'est le cas pour les templates affectés? Question de Cédric. Oui, je comprends la question. Pourquoi pas? C'est pas encore à l'ordre du jour, mais effectivement, oui, ça serait pertinent. D'accord. Dans une règle de découverte,
En fait, dans le listing des machines découvertes, voir la projection de la configuration des mappers sur ce que ça impliquerait en termes de host group, pourquoi pas en termes de catégorie aussi. Ça, effectivement, il y aurait matière. Ça serait intéressant. Donc, c'est une suggestion intéressante. Ouais. Ce qui me permet d'ailleurs de dire que dans la communauté The Watch, d'ici quelques mois, on rajoutera une section proposez vos idées. Ce qui fait que progressivement, on va migrer de GitHub vers The Watch sur l'espace où la communauté pourra proposer ce genre de suggestions et d'idées. C'est quelque chose qui est prévu dans notre roadmap de la communauté elle-même. Pourrait-on faire, est-ce que, Sébastien, les connecteurs sont-ils prévus pour la découverte à partir d'une CMDB, par exemple découverte de GLPI, découverte de ServiceNow? Alors oui, alors c'est pas exactement dans mon giron, mais donc c'est dans le giron de Simon Baum, voilà, qui traite tous les connecteurs d'intégration. En fait, il y en a certains qui existent déjà. Il est déjà possible de faire de la découverte. Alors GLPI, je crois, ou certaines CMDB. Justement, il me semble que non. Et en fait, une des raisons, c'est qu'il manquait, Host Discovery manquait de fonctionnalités, notamment, par exemple, les attributs avancés, ce genre de choses, ça pouvait manquer pour pouvoir gérer correctement ce type d'outils. Je pense que j'ai pas en tête les autres obstacles, il doit y en avoir peut-être encore un ou deux à lever avant, mais on se dirigera, oui, je pense, vers ça à moyen terme. Donc, pas forcément disponible dès aujourd'hui, mais c'est absolument le but de l'autodécouverte, c'est pas que de découvrir à partir des API Azure, VeloCloud, etc. C'est aussi de découvrir à partir d'Ansible Tower, si vous utilisez ça pour déployer votre infra, ou d'une bonne vieille CMDB à l'ancienne. Alors, Ansible Tower, c'est déjà possible. Donc, Ansible Tower, ça marche déjà. Et puis, une CMDB, voilà, c'est le temps, en fait, de développer les connecteurs et éventuellement d'améliorer encore les fonctions de mapper là, et autres d'autodécouverte. Mais c'est prévu, oui. Alors, il y a une question là maintenant, c'est sur la partie ressources status. Une question d'Alexis, c'est le croisé des host groups, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai compris la question. Ah, toi, tu as compris la question, mais tu peux peut-être poser la question alors, pour tout le monde. Ouais, alors du coup, en fait, effectivement, donc, quand vous mettez en place un filtre pour un paramètre donné, donc vous pouvez mettre plusieurs valeurs pour ce paramètre-là, et c'est un OR qui est fait entre les différents paramètres. Donc, si vous mettez une liste de host group, c'est la question qui est posée, vous mettez host group 1, host group 2, donc vous aurez tous les autres qui sont dans le host group 1, les autres qui sont dans le groupe 2 et les autres qui sont dans le groupe 1 et 2. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on pourra avoir que les autres qui sont dans le groupe 1 et 2? Faire un AND plutôt qu'un une intersection. Faire une intersection. Une intersection, exactement. Donc c'est prévu. On va, donc en fait, c'est ce qu'on appelle un peu pompeusement aujourd'hui le Centrion Query Language. Donc on va améliorer. Et quand on l'aura bien amélioré, on pourra vraiment l'appeler Centrion Query Language. Donc, du coup, voilà, on va permettre de faire ce genre de possibilité, de faire des AND au lieu de faire des OR par défaut, etc. Mais non, effectivement, aujourd'hui, c'est pas possible. Ce sont des OR qui sont faits entre les différentes valeurs des filtres. Entre différentes valeurs pour un même critère. Pour un même critère. Parce après, entre les filtres même, ce sont des et. Voilà. D'accord, c'est ça. Donc après, on mettra en place une dynamique pour permettre de mettre des OR, des et, etc. Voilà. Très bien, merci pour cette réponse. Alors ensuite, on a une question de Justin. Ouais, donc je la comprends aussi. Explique-nous la question. Donc du coup, c'est que les utilisateurs veulent faire des recherches dans l'output, donc ce que j'appelle information détaillée. Ouais. Donc voilà. Donc dans les pages legacy, en fait, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait un champ, une case dédiée pour taper ces champs output. Et aujourd'hui, dans Ressources là-dessus, dans la barre de recherche, pour chercher dans ces outputs, alors, il y a deux choses. Soit vous mettez un texte sans mettre aucun paramètre, et du coup, ça va aller rechercher dans les champs name, dans les champs alias, dans les champs, voilà, j'ai plus la liste, il y en a 3 ou 4. Partout, quoi. Non, pas partout. Donc, justement, pas dans ce qu'on appelle des fois pas dans l'output, parce que ce qui est marqué dans l'information détaillée. Pourquoi? Tout simplement parce que sur des déploiements où il y a beaucoup d'autres, si on allait chercher aussi dans ce champ information détaillée, on était susceptible d'avoir des gros problèmes de performance. Ça pouvait vraiment ralentir considérablement la requête. Donc ce qu'on a fait, ce qu'on a décidé, puisqu'on avait des problèmes avec ce champ information détaillée, donc on l'a extrait. Donc quand vous tapez un texte libre sans mettre un paramètre de point, etc.,
Du coup, vous n'allez pas chercher dans l'output. Si vous voulez chercher dans l'output, il faut explicitement mettre information, 2 points, ce que vous cherchez. Alors, vous n'êtes pas, bien évidemment pas obligé de mettre exactement le contenu de l'output, vous mettez un mot qui est contenu dans l'output, mais vous êtes quand même obligé, effectivement, pour des questions de performance, de le préfixer par le champ information. Donc aujourd'hui, avec l'autocomplete, vous mettez, il faut savoir que ça s'appelle information, effectivement, on va lier à la doc, que les gens lisent, mais donc vous tapez I, et vous avez le champ information qui va s'afficher, I, tab, et vous tapez ce que vous voulez. Mais il faut savoir que ça s'appelle information. Donc avant, page legacy, j'avais une case dédiée, je tapais blablabla dans la case dédiée. Ouais. Là, je tape I, je clique, je fais tab pour que ce soit information, 2 points, Ouais. je tape blablabla, et c'est pareil. Voilà. Sauf que c'est dans la case générique. Ouais, exactement. Donc voilà, faut le connaître, attester, et puis faites-nous des retours sur est-ce que ça c'est suffisamment simple pour être assez proche de l'ancien fonctionnement, ou est-ce que ça pose encore des problèmes? Bon, l'avantage, c'est qu'on n'a qu'une seule recherche générique. Juste une petite aussi remarque de ma part. Là, dans les tâches qu'on fait en ce moment, on est en train de travailler aussi sur les performances de ressources status. Donc, on va aussi peut-être, si on a la demande, c'est la deuxième fois que je l'entends, donc je vais peut-être jeter un œil plus attentif, peut-être voir si on pourrait donc réintégrer les informations détaillées, les informations d'output directement dans le texte libre. Ce qui serait encore plus simple, évidemment. Ce qui serait encore plus simple, c'est aller chercher aussi dans ce champ-là. Bon, aujourd'hui. Donc, vous avez bien fait de poser la question pour rajouter un petit plus 1 là, sur ce sujet. Voilà, exactement. Parfait. Là, il y a le patron de l'exploitation d'un grand groupe bancaire qui s'appelle Samir nous demande est-ce qu'il est prévu de rajouter les BA dans ressources status. C'est Samir. Oui, voilà. Est-ce qu'on va mettre les BA dans ressources status un jour? Alors oui, c'est prévu. D'accord. C'est prévu pour la 22.10. Donc effectivement, on cherche encore vraiment la meilleure manière d'intégrer les BA dans ressources status. Mais de toute façon, globalement, notre politique, notre stratégie n'a pas changé sur ce point-là. Ressources status, c'est la vue unifiée, celle qui doit être le point d'entrée pour le monitoring de n'importe quel type de ressources. Donc les business activities à ce titre ont leur place dans ressources status. On cherche juste la meilleure manière de le faire pour garantir la lisibilité et les performances de la page générale. Mais oui, c'est toujours prévu. D'accord. Il est midi, mais on va continuer. Il y a encore des questions. Voilà. L'enregistrement sera transmis à tous les participants. Hors sup, du coup. Voilà, on fait un petit peu d'hors sup. Y aurait-il un agent de monitoring multiplateforme de type NCPA? C'est NCPA ou c'est NCPA. C'est NCPA. Est-ce qu'on a l'équivalent sur Centréon? C'est-à-dire qu'on utilise pas mal NS Client, qui est relativement multiplateforme. Après, je ne suis pas à jour sur est-ce que nous, on travaille déjà avec NCPA ou pas. Là, il faudrait demander à l'équipe expertise. Donc, nous, en utilisant NS Client. D'accord. Donc, il y a une question là de Justin dans la roadmap, penser à intégrer les services dans les widgets de dashboard. Il y a un ticket ouvert là-dessus. Ouais, c'est un petit rappel pour votre roadmap. C'est noté. Est-ce qu'il existe une bibliothèque publique de views map? Non. Non. C'est-à-dire que on part toujours d'une feuille blanche. Voilà. On part toujours d'une feuille blanche. Alors, juste un petit point que je voudrais souligner qui n'est pas une réponse directe à cette question, mais voilà, avec aussi cette nouvelle version Map Web de Map aussi, ça va nous permettre à nous aussi de pouvoir beaucoup plus facilement maintenir le socle logiciel, première chose, et deuxièmement, beaucoup plus facilement de le faire évoluer. Donc, il y a un certain nombre de choses qui vont arriver une fois qu'on aura fini la bêta, qu'on sera content et qu'on sera arrivé à une version générale availability. On va aussi travailler pour donc intégrer beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Donc, des fonctionnalités, ceux qui nous sont le plus demandées aujourd'hui, c'est la fonctionnalité des templates pour faciliter la création des maps, des fonctionnalités liées aussi aux automaps, la création automatique de maps. Et puis après, dans un futur plus ou moins lointain, peut-être aussi des possibilités, effectivement, d'avoir ce genre de marketplace de templates de maps, de pouvoir partager ces templates de maps, etc. Mais voilà, chaque chose en son temps et on va commencer par faire évoluer tranquillement Map. Parfait. Merci. Bon, il y a une question là sur quels sont nos intégrateurs en Belgique, enfin Benelux. J'ai pas la liste en tête, donc
On vous répondra par email si ça ne vous dérange pas. C'est Benjamin qui posait cette question. Donc, on a une liste de partenaires, mais je ne l'ai pas là sous les yeux. Si je reviens au produit, d'ailleurs, j'ai peut-être sauté une question. J'ai d'ailleurs sauté une question là. Pourrait-on à terme préconfigurer les paramètres UI utilisateurs, par exemple, le bouton raccourci export natif, les pages par défaut, ce genre de choses là? Oui, alors le but c'est qu'à terme il soit disponible naturellement par la voie des ACL en fait, et qu'il soit activé par défaut, oui. Oui. D'accord, donc ça sera par la configuration ACL qu'on pourra oui, préciser. ou automatiquement pour les admins. En fait, Ouais. c'est juste dans un premier temps, peut-être par excès de prudence, mais j'ai préféré le rendre un peu confidentiel, quoi. D'accord, parfait. Qu'est-ce qui reste comme question? Une question de filtre pour la partie configuration. Ah oui, bah voilà, c'est ça. En fait, ta barre de filtrage là, magique avec ton langage Centrion Query Language. Est-ce que tu as prévu de faire la même chose sur la. Enfin, Olivier, est-ce que tu vas faire la même chose sur la partie configuration des hosts et des services? Bah oui, j'aimerais beaucoup, oui. Mais oui, en fait, l'interface de configuration, elle a besoin d'être un peu refaite, hein, bien sûr, et les filtres qu'on a dans Ressources Status sont quand même plus complets, plus sympas que ceux qu'on peut avoir en conf. Donc, oui, à terme, oui, bien sûr. D'accord, parfait. Une question de Debian. Projet Debian, est-il prévu un package Centrion NRPE 3? Oui, effectivement, on a prévu de packager l'ensemble des paquets nécessaires à la collecte. Donc, ce soit aussi bien les Centrion plugins que les dépendances, que le connecteur VMware. Donc, effectivement, on va packager tout ce que l'on propose aujourd'hui au format RPM sera disponible au format Debian dans le futur. D'accord. Une question commerciale, est-ce qu'il faut absolument acheter Business Edition pour bénéficier de MAP ou est-ce qu'on ne pourrait pas l'avoir en sus de IT Edition? Bon, il faut acheter Business Edition, c'est même pour ça qu'on achète Business Edition, c'est pour avoir MAP. Voilà, merci à tous pour votre participation, pour votre question, 12h04, bon voilà, on n'a pas beaucoup dépassé. Et puis on se retrouve sur The Watch et puis sur les réseaux sociaux et puis sur nos webinars et puis je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année pour repartir en 2022 d'un bon pied. Merci à tous. Merci. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.